Bonjour et bienvenue dans cet épisode que tu regardes sur YouTube ou que tu écoutes sur le podcast. Si tu me connais, tu sais ce que je pense de la thérapie parlée et de ses limites. Et si tu ne me connais pas, bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou. C'est la parole pour guérir le trauma. On admet généralement que pour guérir, il faut parler. Qui a besoin de mettre des mots, qui a besoin de raconter son histoire, qui a besoin de comprendre ce qui s'est passé, qui a besoin de prendre, d'avoir des prises de conscience, etc. Et effectivement, il y a une vraie logique là-dedans. Et la thérapie par la parole est fondamentale, exceptionnelle et aide beaucoup. Et effectivement, parler soulage, en fait, parce que on peut avoir de la clarté, on peut se sentir moins seul, etc. Mais moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu as fait de la thérapie, tu as lu plein de livres, etc. Donc tu comprends parfaitement ce qui se passe dans ta vie. Tu peux même l'expliquer à quelqu'un d'autre avec beaucoup, beaucoup de recul. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Est-ce qu'il y a les mêmes schémas qui se répètent? Est-ce qu'il y a les mêmes réactions automatiques qui reviennent? Et tu finis par te demander pourquoi je comprends tout, mais je me sens pas mieux. Ça, c'est la question que je reçois tous les jours, que ce soit ici, par mail, sur Instagram, peu importe. Zénab, je comprends. J'ai fait de la thérapie parlée pendant 10 ans. Je comprends absolument tout ce qui se passe. Pourquoi je ne vais pas mieux? Pourquoi j'ai des explosions soudainement? Et cette question-là, elle est au cœur de ce que je veux explorer aujourd'hui. Parce qu'évidemment que la réponse, elle va bousculer quelque chose de répandu, qui est ancré même dans notre culture. Et cette réponse, c'est que parler ne suffit pas toujours à guérir le trauma. Parce que le trauma, il ne se vit pas dans les mots. Attention, je ne suis pas en train de dire que la thérapie parlée n'est pas valable, est nulle, que tu dois l'arrêter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Aujourd'hui, juste, je vais te parler d'une limite dans certains cas. D'accord? Donc, je ne juge pas la thérapie par la parole. D'ailleurs, j'utilise la thérapie par la parole avec vous en one-to-one. Donc, je ne dis pas du tout qu'elle est inutile. C'est juste que je veux que tu comprennes que le trauma s'installe dans le corps, dans le système nerveux, dans tes réflexes profonds, et que tout ça, on ne peut pas le guérir juste en parlant. D'accord? On va aller loin aujourd'hui. Alors, prends du popcorn, sors ton café et on y va. Let's go. Donc, le trauma. La vision populaire du trauma, c'est que c'est quelque chose de difficile qui s'est passé. Un événement X difficile s'est passé. Un souvenir évidemment douloureux qui est refoulé, qui est pas digéré. Et la guérison consiste à retrouver ce souvenir, à le mettre en mots, à le comprendre et à le traiter mentalement pour qu'il perde ensuite emprise sur toi. C'est une vision évidemment séduisante. Elle est partiellement vraie. Mais il manque quelque chose d'essentiel, donc c'est la compréhension de comment le trauma est stocké dans ton corps et dans tes cellules. Et puis, que dire de toutes les personnes qui ont une amnésie traumatique? Je parle pour moi, je le comprends complètement, puisque mes 17 premières années de vie, je ne m'en rappelle quasiment pas. Donc, je ne peux pas mettre en mots, en fait, je ne peux pas parler. La thérapie parlée avec moi, elle est impossible. Parce que si tu me dis parle-moi de ton enfance, je n'ai absolument rien à te dire de mon enfance, voire même de mon adolescence, jusqu'à ma vie adulte quasiment. Donc, c'est une des limites aussi. Il y a besoin de comprendre ce qui se passe dans le cerveau traumatisé. Plusieurs chercheurs, dont Bessel van der Kolk, si tu n'as pas lu son livre, j'en parle tout le temps, vraiment va le lire, c'est Le corps n'oublie rien. En anglais, c'est The Body Keeps the Score, qui a montré quelque chose de fascinant, j'ai envie de dire même troublant, grâce à l'imagerie cérébrale. Donc, quand quelqu'un revit un souvenir traumatique, même des années plus tard, hein, il y a une activation très forte des zones de survie du cerveau, notamment l'amygdale qui détecte les menaces et le tronc cérébral qui, lui, va gérer les réflexes de survie. Et simultanément, il se passe autre chose. Les zones du cerveau qui sont liées au langage, à la pensée consciente, à la narration, donc notamment le cortex préfrontal dont je parle tout le temps, et ce qu'on appelle l'aire de Broca, qui est en fait la région responsable de la production du langage, ces zones se désactivent partiellement. Et là, je ne suis pas en train de donner des métaphores, hein, ce sont des données mesurables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lors d'un événement traumatique, et quand on le revit mentalement, le cerveau n'est littéralement pas en mode narration, il est en mode survie. Et ces deux modes, malheureusement, ne peuvent pas coexister facilement.
Si le cerveau n'est pas en mode narration au moment du trauma, alors le trauma n'est pas stocké comme une histoire. Il est stocké autrement. J'espère que tu l'as compris. Et il est stocké comment? Sous forme de sensations physiques. Ce que Peter Levine appelle le felt sense. L'anxiété, la boule dans le ventre, t'arrives pas à respirer, l'hypervigilance, tout ça, tout ça. Et donc Peter Levine, qui est le fondateur d'une approche pour sortir du trauma, qui est la somatic experiencing, approche que j'utilise avec vous en one-to-one par exemple, il explique que le trauma est une énergie bloquée dans le système nerveux. Quand il y a une situation de danger, le corps mobilise une quantité absolument énorme d'énergie pour survivre, pour courir, se battre, se figer. Je ne sais plus dans quel livre, vous m'excuserez, mais je pense que c'est dans Réveiller le tigre de Peter Levine, mais je suis pas sûre de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel livre il s'agit, mais on parle d'une maman qui a réussi à soulever, de ses mains, toute seule, soulever une voiture après un accident pour sortir son enfant. Donc ce trauma-là a fait mobiliser une énergie tellement énorme qu'elle a eu la force de lever la voiture. Et si cette énergie absolument incroyable n'est pas complètement déchargée après l'événement, il reste dans le système. Et le corps continue de se comporter comme si le danger était encore présent. Dans le programme Vivante, pour réguler ton système nerveux, si tu ne le connais pas, je t'invite à aller le découvrir, il est absolument formidable. Je t'explique la différence entre les animaux et nous, les humains. Comment les animaux déchargent finalement leur trauma, leur charge traumatique, et pourquoi nous, humains, nous avons des symptômes de stress post-traumatique, car on ne décharge pas. Donc si on ne décharge pas cette énergie-là, elle reste dans le système. Et le corps continue de se comporter comme si, en fait, la menace était là. Donc, une personne traumatisée va potentiellement sursauter au moindre bruit anodin. À la moindre situation sociale qui est ordinaire pour la majeure partie des gens, elle peut se figer. Elle peut ressentir de la panique alors qu'il n'y a rien de dangereux objectivement qui se passe. Donc c'est le corps qui ne sait pas que c'est fini. Il n'a pas reçu cette information. Ok ? C'est pas dans son langage en fait. Donc maintenant tu comprends pourquoi l'histoire, la raconter, peut ne pas suffire. Donc tu peux potentiellement construire un récit parfaitement cohérent, logique, lucide sur ce que tu as vécu. Tu peux comprendre les causes, les effets, le contexte, les responsabilités, tout ça, tout ça. Mais le corps, lui, va continuer de tenir le trauma dans tes réflexes, tes cellules, tes muscles. Et le problème ne vient pas de la compréhension parce que souvent, tu as très bien compris. C'est juste une limite du langage face à quelque chose qui a été encodé en dessous du niveau de langage. Et c'est quelque chose de très important à intégrer pour quiconque cherche à guérir vraiment. Comprendre n'est pas suffisant pour changer ce qui est gravé dans ton corps, dans ton système nerveux. Et si tu veux en faire l'expérience pratique, tu peux télécharger mon e-book, mon kit somatique gratuit offert, où tu as une routine sur 7 jours pour apprendre au corps ce qu'est la sécurité, comment je me sens bien dans mon corps. Donc tu peux d'ores et déjà, expérimenter ce que je suis en train de t'expliquer. C'est toujours mieux d'expérimenter. Évidemment que parler aide le mental. Évidemment que la parole fait du bien. Évidemment que parler, c'est utile. La thérapie par la parole a aidé des millions de personnes et aide encore des millions de personnes. Puisque ça permet de donner du sens à l'expérience, de sortir du chaos, de se sentir compris, de réduire la honte en nommant réellement ce qui s'est passé. Ça permet aussi de développer une meilleure reconnaissance de soi. C'est précieux, hein ? Et pour certains types de difficultés, la tristesse, les crises de vie, les conflits relationnels, les schémas de pensée négatifs, la parole, elle peut suffire. Mais le trauma, et surtout ce qu'on appelle le trauma développemental ou le trauma complexe, j'ai fait plein d'épisodes sur le trauma, je te laisse un petit peu fouiller sur cette chaîne pour les trouver. Donc, tout ce qui se construit sur des années d'expériences répétées, souvent dans l'enfance, ce type de trauma-là a des empreintes très profondes dans des couches du cerveau et du corps que la parole, elle ne peut pas atteindre directement. Donc, il faut imaginer le cerveau comme étant organisé en couches. Donc, si je caricature très simplement, on va dire qu'il y a des couches profondes qui sont primitives, qui gèrent la survie, le rythme cardiaque, la respiration, les réflexes, etc. Et puis des couches supérieures qui sont le cortex et qui gèrent la pensée consciente, le langage, la raison, etc.
Donc la thérapie par la parole, elle travaille essentiellement les couches supérieures. Elle va parler au cortex. Elle essaye d'utiliser la pensée consciente pour réguler les couches inférieures. Le problème, c'est que ça ne marche pas bien dans ce sens. Les neurosciences nous disent nous montrent même que le flux d'informations dans le cerveau va de bas en haut. Donc il va du corps, du ventre en haut. Pas le contraire. C'est-à-dire 80% des informations viennent du corps au cortex et seulement 20% viennent de haut en bas. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc les couches primitives dans le corps influencent massivement le cortex. C'est pour ça que quand tu fais des crises de panique, t'as beau essayer de te raisonner, ça marche pas. Parce que le cortex, il a une influence très limitée sur les couches primitives. Donc tu peux te dire 1000 fois, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Si ton système nerveux ne le ressent pas, donc je parle bien de ressentir, ça ne change pas grand-chose à long terme. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps en one-to-one. Oui, mais je comprends. Oui, mais tu comprends, mais ton corps, il n'a pas compris. Et juste accepte-le. C'est-à-dire, tu l'as compris avec ta tête, mais ton corps, lui, il n'en est pas à ce stade-là de compréhension. Parce que ça met plus de temps à descendre. Donc, il y a un écart entre comprendre et ressentir. Il y a une dissociation entre la compréhension intellectuelle et l'expérience émotionnelle et sensorielle. Et beaucoup de personnes en état de trauma chronique le vivent au quotidien. Tu comprends que la réaction elle est irrationnelle, mais tu ne peux pas l'arrêter. Tu sais que la situation elle n'est pas dangereuse, mais ton corps il réagit comme si elle l'était. Tu comprends pourquoi tu te comportes d'une façon XY, mais tu continues à te comporter ainsi, etc. etc. Gabor Maté, je ne sais plus je ne sais plus quels livres vous conseillez, ils sont tous vraiment très bien. D'autant plus que je les ai lus en anglais, donc je ne saurais pas vous dire là comme ça les titres en français, mais en tout cas, ces livres sont absolument formidables. Ils ont hélas pas tous été traduits. Il le formule d'une manière hyper éclairante. Il dit que le trauma, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de toi quand tu étais seul face à cette expérience. En anglais, il dit Trauma is not what happened to you, it's what happened inside of you because of what happened to you. Vous voyez? Et ce truc de à l'intérieur, inside of you, ces réponses internes, ces adaptations du système nerveux, ces stratégies de survie sont devenues automatiques. Donc ça ne se défait pas uniquement avec des mots. Et puis, il y a un concept qui commence à être de plus en plus reconnu dans le monde de la psychologie et de la thérapie, c'est la mémoire somatique. L'idée que le corps, il garde des souvenirs, pas sous forme de récits conscients, mais sous forme de posture, de tension, de réflexes, de patterns physiologiques. Une personne qui a grandi dans un environnement imprévisible peut avoir les épaules constamment remontées. Donc, il y a besoin vraiment de réapprendre à s'ouvrir. Et j'en connais un rayon. La mâchoire hyper serrée, l'hypervigilance aux expressions faciales des autres. Moi, avant, quand quelqu'un fronçait le sourcil ou qu'il avait un visage qui changeait, tout de suite, j'étais en panique, mais panique. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'était horrible. Heureusement, j'ai travaillé ça et ça ne l'est plus. Mais ce ne sont pas des choix conscients. C'est vraiment des adaptations du corps à une réalité passée. Et le corps juste continue à les appliquer dans le présent, alors que la réalité a changé. Parler de l'enfance difficile, évidemment, peut donner de la clarté sur pourquoi ces patterns existent. Mais ça ne désamorce pas nécessairement les patterns eux-mêmes. Parce que ces patterns sont gravés dans des circuits nerveux, des habitudes musculaires, des dérégulations hormonales, des niveaux bien au-dessous de la parole. Et il y a autre chose aussi, c'est le fait de parler et de renforcer finalement ce trauma-là. Ce qu'on appelle en anglais « to re-traumatize », donc retraumatiser finalement par le récit. L'idée que parler de son trauma pourrait être contre-productif. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être même anxiogène pour des gens qui font de la thérapie, mais c'est une réalité hélas, et c'est important de le comprendre pour éviter de tomber dans ce piège-là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Quand une personne elle raconte un événement traumatisant, son cerveau le revit partiellement. Il y a les mêmes zones qui s'activent, à moins que la personne soit dissociée. Je ne te parle pas de ce cas-là de dissociation. Donc, il y a le même état physiologique qui se met en place, le cœur qui accélère, la panique qui monte, etc., etc. Et si à ce moment-là, le système ne se sent pas en sécurité, donc si tu n'es pas dans un état suffisamment stable, si la personne n'est pas stable,
Tu vas pas traiter le souvenir, tu vas le revivre. Et revivre sans traiter peut renforcer des circuits traumatiques au lieu de les désamorcer. C'est-à-dire qu'une personne peut être en train de raconter son histoire, un événement particulier, ou bien parler d'une personne qui l'a traumatisée, et elle est en train de sortir de sa fenêtre de tolérance dont je vais parler dans un instant, et d'avoir des flashbacks, ressentir des choses dans le corps, commencer à paniquer, oh là là, je sens un truc au sternum, ça bloque, etc. Là, il y a besoin d'arrêter de parler. Donc, ok, très bien, connecte-toi à ton corps. Et là, on fait travailler le corps, on libère le corps. Et ensuite, potentiellement, si la personne elle a suffisamment de ressources, on peut revenir dans le récit si besoin. La fenêtre de tolérance, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très important de le connaître. J'ai tout un chapitre sur ça dans le programme Vivante en barre d'infos, donc en légende, tu le trouveras, où j'explique ce que c'est que la fenêtre de tolérance. C'est fondamental de la connaître, non seulement pour toi, mais aussi pour les personnes que tu accompagnes si tu es dans l'accompagnement. C'est absolument fondamental, peu importe le type d'accompagnement que c'est, même du massage, de la kiné, peu importe. C'est en fait une zone d'activation qui est optimale, elle n'est pas trop basse où je m'engourdis, et ni trop dans la panique. Donc c'est le milieu, on va dire. C'est là où le système nerveux est assez régulé pour pouvoir traiter des informations difficiles sans qu'il soit submergé. Et on ne reste pas dans cette fenêtre-là au milieu tout le temps. On peut faire des allers-retours. On a un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui a la souplesse nécessaire pour monter, descendre. Okay, le vrai travail thérapeutique, il se fait dans cette fenêtre-là. Si le patient, la personne, le client, le coaché, peu importe comment tu l'appelles en fonction de ton métier, est régulièrement sorti de cette fenêtre-là et n'arrive pas à revenir dans la fenêtre de tolérance, si par exemple on le pousse à raconter des détails traumatiques alors qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas des outils pour se réguler pendant la séance, les séances peuvent être épuisantes, voire traumatisantes, et hélas, sans bénéfice thérapeutique réel. Donc certaines personnes peuvent passer des années en thérapie à travailler leur trauma dans un état de désorganisation totale. Elles peuvent ressortir complètement déprimées, fatiguées, voire même dissociées. Et en fait, on répète ce trauma sans s'en sortir. Et il y a autre chose dont je vais parler aussi qui est très importante, c'est l'identité traumatique. C'est quelque chose de subtil évidemment, mais parfois le récit du trauma, il devient central à l'identité de la personne. C'est mon trauma. Si c'est ton trauma, pourquoi tu voudrais t'en débarrasser ? Je suis quelqu'un qui a vécu ça. C'est à cause de ce trauma que je suis comme ça, etc. Évidemment que cette narration, elle est utile dans un temps, elle donne du sens, elle réduit la honte en expliquant les comportements. Et évidemment que c'est très important, voire primordial, de reconnaître la victime en toi. Il n'est pas question de se dire « Oh, c'est bon, c'est pas grave », de minimiser. C'est pas du tout ce que je dis. Très important de voir, de reconnaître la victime en toi. Mais c'est très important aussi de ne pas rester accroché à cette identité-là. Ok ? Donc, cette identité-là, hélas, elle peut devenir rigide. Elle peut emprisonner aussi. Elle peut rendre le trauma permanent. Ça devient une identité au lieu de juste « c'est une expérience passée ». Et dans ce cas, parler, parfois, renforce cette identification au trauma plutôt qu'aider à s'en libérer. Donc la personne, évidemment, elle ne choisit pas de rester traumatisée. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas quelque chose de conscient. C'est le système nerveux et le récit identitaire qui se soutiennent mutuellement dans un état fixe. Et pour sortir de là, il faut quelque chose qui intervient à un autre niveau que le récit lui-même. La guérison, elle demande quoi ? Première condition, ce n'est pas de comprendre le trauma, c'est la sécurité. Je vous en parle tout le temps, dans tous mes programmes, dans mes séances de respiration, de breathwork, la sécurité. Avant tout travail de traitement, la personne doit avoir un niveau suffisant de stabilité. Intérieur, relationnel, matériel, peu importe. Et sans tout ça, le travail peut être prématuré. Et dans ce sens, aider quelqu'un à se sentir en sécurité dans son corps, c'est déjà du travail thérapeutique. Même sans raconter quoi que ce soit. Et puis, les approches corporelles. Il existe plein d'approches thérapeutiques qui travaillent
directement avec le corps, le système nerveux, les sensations, etc. Donc, il y a évidemment le breathwork trauma informé que j'organise une fois par mois, que je t'invite à découvrir. Ce sont des séances absolument formidables pour réellement sentir la sécurité. Les gens sortent complètement... ils revivent après ces séances-là. Leur visage change, c'est absolument incroyable. Il y a la somatic experiencing aussi de Peter Levine qui travaille les sensations corporelles qui sont associées au trauma. Ça, je travaille avec vous ça aussi en séance one-to-one. Il y a l'EMDR qui, je ne le fais pas, hein, mais il y a plein de praticiens en EMDR, notamment des psychologues cliniciens, mais pas que. Ça marche très bien, notamment sur l'événement, sur les traumas de choc, voilà, pour baisser en fait l'intensité émotionnelle. Il y a la thérapie sensorimotrice qui a été développée par Pat Ogden, qui est une femme absolument merveilleuse. J'ai eu la chance de me former avec elle, donc j'applique dans mes one-to-one avec vous ce travail de sensorimoteur, qui est un travail avec les postures, les gestes, les mouvements, et en fait un travail d'observation de comment le trauma se manifeste dans la manière dont quelqu'un occupe son corps. Il y a plein d'autres approches aussi. Et ce qui est commun avec toutes ces approches, c'est qu'on ne demande pas forcément à la personne de raconter en détail ce qui s'est passé. On travaille avec le corps et le système nerveux, donc ça c'est génial. Et il y a aussi la relation qui est un outil thérapeutique. La relation, donc beaucoup de traumatismes. Et surtout les traumatismes développementaux, donc ceux qui se forment dans l'enfance, se sont produits dans le contexte de relations. La violence, la négligence, l'abandon, peu importe, l'imprévisibilité aussi des figures d'attachement. Et ce type de trauma, on pourrait même l'appeler trauma relationnel. Donc ce qui peut aider, c'est aussi une expérience relationnelle corrective. Sans forcément des mots, mais une présence stable, prévisible, qui ne réagit pas avec rejet, avec débordement. Ça peut être un thérapeute, et peut-être que même ton thérapeute sera la première relation prévisible, stable, sécurisante que tu pourrais avoir, et ça c'est vraiment précieux. Ça pourrait être une relation intime de confiance qui est régulée aussi quand toi tu ne l'es pas, qui maintient la connexion même dans les moments difficiles. Et ces expériences-là, elles ne s'expliquent pas, elles se vivent, elles se ressentent. Elles créent de nouvelles empreintes relationnelles dans le système nerveux. Des empreintes qui contredisent celles qui ont été laissées par les relations traumatiques passées. Donc, ça vient créer un vortex de guérison qui fait que le vortex traumatique s'amoindrit au fur et à mesure. Une chose que beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec le trauma disent, c'est que avant de plonger dans des contenus traumatiques, il est souvent beaucoup plus efficace de développer les compétences de régulation. Ça veut dire quoi ? Apprendre à identifier ses états internes, c'est-à-dire je reconnais quand je suis dans l'hyperactivation, quand je suis en hypoactivation, dans l'engourdissement, dans le freeze. Apprendre des outils concrets pour revenir dans la fenêtre de tolérance dont je vous parlais tout à l'heure. Apprendre à avoir une relation différente à ses propres sensations. Je ne fuis pas mes sensations, je ne suis pas non plus submergée, je les observe avec curiosité. Et ces compétences, elles peuvent sembler simples et elles le sont. Et parfois, elles peuvent même sembler trop simples pour des gens qui sont habitués à l'introspection intellectuelle très profonde. Mais elles sont fondamentales parce qu'elles changent le système nerveux directement de bas en haut. Et parce qu'elles sont le substrat sur lequel tout autre travail thérapeutique peut se reposer. Et on fait absolument tout ça dans le programme Vivante pour te ressentir vivante, vivant. Donc évidemment, c'est ouvert aux hommes aussi pour réguler ton système nerveux que tu trouveras en bas. La parole n'est pas l'ennemi, je vais être claire sur ça, encore une fois. Ce que je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la thérapie par la parole, c'est sans valeur ou que tu devrais l'arrêter. Attention. Ça ne veut pas dire non plus que raconter ce qui s'est passé, c'est une mauvaise chose. La parole a une place dans la guérison, mais une place spécifique, et quand on comprend mieux cette place, on peut utiliser la parole de façon beaucoup plus efficace. Après la sécurité, il y a la reconstruction, le deuil. Et c'est une fois que le niveau de stabilité est établi qu'on peut revenir sur des événements traumatiques avec des mots qui peuvent réellement aider. Donc le récit, c'est pas juste un simple reportage de faits, c'est une reconstruction active qui se fait dans un état régulé avec le soutien d'une relation sécurisante et qui permet en fait au cerveau d'intégrer l'expérience plutôt que de la revivre. Et dans cet état-là, la parole peut faire des choses qu'elle ne peut pas faire quand le système nerveux est désorganisé. Elle peut créer de la cohérence, elle peut créer du sens, elle peut créer de la continuité. Elle peut réinscrire l'événement dans le passé. C'est quelque chose qui m'est arrivé plutôt que c'est
quelque chose qui m'arrive maintenant. Donc on remet l'histoire dans le passé, plus dans le maintenant. Et il y a une différence entre raconter son trauma pour être entendu, pour s'expliquer, pour se justifier, et puis raconter son trauma dans un processus d'intégration réel. Et l'intégration, c'est quand le récit change, quand il y a plus de nuances, de distance, j'ai survécu à ça. J'ai trouvé des façons de me protéger. Je comprends maintenant que j'avais pas les ressources à l'époque, etc., etc. Donc l'intégration, c'est raconter l'histoire, mais sans être déclenché physiologiquement comme au début. Évidemment, à différencier de la dissociation, mais normalement, un bon thérapeute en face de vous saura vous aider à faire la différence. Et ce chemin vers l'intégration, il passe par un travail qui commence au niveau du corps, du système nerveux et de la relation, et qui permet ensuite à la parole de prendre son vrai rôle. Et puis évidemment, il y a plein d'autres formes d'expression, l'écriture, la musique, le dessin, le mouvement, le théâtre, le yoga, peu importe, qui peuvent réellement offrir des voies de traitement qui contournent les limites du langage verbal et qui permettent une forme d'intégration. Si tu es encore là, j'espère que maintenant tu as compris pourquoi parler de son trauma n'est parfois pas suffisant et parfois même contre-productif, hélas, quand il est fait dans les mauvaises conditions. J'espère que tu as compris que le trauma, il ne vit pas dans les mots simplement, mais dans le corps, dans les réflexes de survie, dans les patterns, etc. Et pour le rejoindre là où il vit vraiment, la guérison, elle doit passer par ces niveaux-là aussi. Et pas seulement par la compréhension intellectuelle, sinon on oublie un pan très important de ça. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tout ce que tu as fait jusqu'ici, attention, ça veut juste dire regarder tout ça avec curiosité. Est-ce que ton approche actuelle, elle rejoint aussi ton corps? Est-ce que tu as des outils pour réguler ton système nerveux? Est-ce que tu te sens en sécurité physiquement, dans ton corps? Ok? Et peut-être que ça veut dire explorer d'autres formes d'accompagnement en complément de ce que tu fais déjà. Ou peut-être continuer ta relation avec ton psychologue et en même temps prendre le programme Vivante pour réguler le système nerveux et faire les deux en même temps. À toi de trouver ce qui te convient, évidemment. Et encore une fois, comme d'habitude, la guérison n'est pas linéaire. C'est pas je débloque un fichier, je le range et puis c'est bon. C'est un processus d'apprentissage, de réapprentissage, de reprogrammation. Et ça demande beaucoup, beaucoup de patience, de douceur, de soutien. Si tu comprends tout ce qui t'arrive, mais que tu te sens pas mieux, dis-toi que tu oublies ton corps. Et maintenant, tu sais qu'il y a besoin d'aller travailler ton corps et réguler ton système nerveux. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a touché ou t'a donné des pistes de réflexion, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu as des questions, des expériences à partager, les commentaires sont là. N'hésite pas à liker, à commenter pour faire vivre cette chaîne, ce podcast. Merci de ta présence. Et puis, je te dis à très vite. Ciao, ciao.